Dans le brouhaha anonyme de nos vies modernes, là où les regards se croisent sans se voir, se jouent parfois des drames silencieux. Des histoires de dignité mises à l'épreuve, face à la froideur d'un système ou à l'indifférence des autres. Voici l'une de ces histoires. Elle se tenait là, tremblante, devant le guichet de la banque, serrant contre sa poitrine une simple enveloppe jaune. Et tandis que l'on s'adressait à elle comme si elle n'était rien, personne n'osa dire un mot. Sauf lui. L'air était lourd, saturé du bourdonnement des néons et d'un silence pesant, ce silence si particulier aux banques et aux administrations, ces lieux où personne ne souhaite réellement être. Madame Clara James, 74 ans, se tenait à l'entrée de la coopérative de crédit, son enveloppe pressée contre son cœur. Ses mains tremblaient, non de peur, mais sous le poids de l'âge, de l'épuisement, et de la lassitude de devoir, une fois de plus, demander ce qui lui était dû. Sa robe, usée jusqu'à la trame, portait les stigmates de centaines de lavages. Ses chaussures, de 2 pointures trop grandes, provenaient du bac de dons de l'église. Elle avait marché 3 pâtés de maison pour arriver jusqu'ici, car le chauffeur de bus n'avait pas daigné s'arrêter en la voyant lui faire signe. Elle détestait cet endroit. Mais son allocation d'invalidité n'avait pas été versée, et son propriétaire menaçait déjà de changer les serrures. Derrière elle, un homme vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean entra. Il se déplaçait avec la lenteur assurée de celui qui a l'habitude d'encaisser les coups. Les épaules larges, le pas mesuré, le regard balayant constamment les environs. Il n'avait rien d'une célébrité. Il ne cherchait pas à être remarqué. Son badge indiquait simplement « 20 ». Il était seulement venu clôturer un ancien compte. Pas de caméra, pas de fans, juste un homme cherchant la discrétion. 20 prit place dans la file d'attente, 2 personnes derrière Madame Clara. Il remarqua immédiatement les regards insistants posés sur elle. La guichetière leva les yeux au ciel. Une femme en tailleur, derrière une vitre, murmura quelque chose à sa collègue avant de ricaner. Quand son tour arriva, Clara s'approcha du comptoir, tenant son enveloppe avec une délicatesse presque sacrée. « Madame, dit-elle d'une voix douce. Je crois qu'il y a une erreur. Mon chèque, il n'est pas passé. J'ai juste besoin de... Avez-vous lu la procédure ? Lança la guichetière sans même lever les yeux. Nous ne réglons pas les problèmes d'allocation ici. Clara cligna des yeux, abasourdie. Mais, madame, cela fait 6 ans que je viens ici. Je le dépose toujours à ce guichet. Alors peut-être que cela fait 6 ans que vous faites mal les choses. C'est à ce moment que la tête de 20 se releva. Son regard se durcit, sa mâchoire se contracta. L'une des responsables, une femme dont le badge proclamait fièrement son titre de « vice-présidente adjointe », intervint. « Madame, si vous ne comprenez pas nos procédures, peut-être devriez-vous venir accompagner la prochaine fois », dit-elle d'une voix forte, délibérément audible par tous. Le hall était devenu silencieux. La lèvre inférieure de Clara se mit à trembler. « Nous ne sommes pas une œuvre de charité. » 20 fit un pas en avant, mais ne dit rien. « Pas encore. » Il observa Clara abaisser lentement son enveloppe. Ses lèvres bougèrent, comme pour formuler une protestation, mais aucun son ne sortit. Elle se retourna, prête à partir, humiliée. Alors qu'elle s'éloignait, ses yeux étaient humides mais secs. Même ses larmes avaient appris à se retenir. L'enveloppe tremblait légèrement dans sa main, comme si son contenu, son loyer, sa survie, avait honte d'être là, lui aussi. La responsable renifla avec mépris. « La prochaine fois, madame, amenez quelqu'un qui puisse vous expliquer les choses », lança-t-elle assez fort pour que tout le hall entende. Vin Diesel fit un pas en avant, puis un autre. Personne ne l'avait encore remarqué. Il était passé maître dans l'art de se fondre dans le décor. Cela suffit. Sa voix ne s'éleva pas. Elle n'en avait pas besoin. La pièce se figea. La femme derrière la vitre leva les yeux. Les employés se tournèrent. Clara s'arrêta net. Vin se tenait immobile, les mains le long du corps, mais sa présence emplissait l'espace comme une tempête qui se lève. Ses yeux n'exprimaient pas la colère. Il exprimait la déception. Une profonde déception. « Monsieur, cela ne vous regarde pas », répliqua sèchement la responsable, soudain sur la défensive. « Maintenant, si », répondit Vin en s'approchant de Clara. « Vous lui avez parlé comme si elle n'était pas humaine. » La seconde guichetière ricana. Elle ralentissait tout le monde. « Elle a 74 ans, dit-il en jetant un regard aux mains fragiles de Clara. Et elle demandait de l'aide, pas une leçon de morale. La voix de Clara brisa le silence. « S'il vous plaît, ne vous créez pas d'ennui pour moi, mon petit, » murmura-t-elle. Vin la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose bougea derrière son expression gardée. Un souvenir,
Un visage, une femme qui lui ressemblait autrefois. Sa mère, peut-être. Quelqu'un de parti depuis longtemps. Je ne me crée pas d'ennui, dit-il doucement. Je me tiens aux côtés de quelqu'un qui ne mérite pas cela. La voix de la responsable se fit plus acérée. Monsieur, nous allons devoir vous demander de partir. Pas avant qu'elle n'ait reçu l'aide qu'elle est venue chercher, dit Vin. Et des excuses. Tout le monde regardait maintenant. Des téléphones sortaient à moitié des poches. On pouvait sentir le poids de la honte flotter dans l'air, mais personne ne voulait être le premier à le laisser tomber. Un jeune employé, silencieux jusqu'alors, se leva de derrière son comptoir. « Laissez-moi voir ces papiers », dit-il doucement en s'avançant. Sa voix était légèrement tremblante, nerveuse. La responsable adjointe semblait furieuse, mais le mal était fait. Le pouvoir avait changé de camp. Le jeune employé, David, conduisit Clara à un siège. Vin le suivit. Il n'y eut ni applaudissement, ni acclamation. Mais quelque chose avait changé. Pas seulement dans cette banque. En lui. David traita les papiers de Clara en silence dans son bureau. Clara restait assise sur une chaise voisine, le regard fixé au sol. L'enveloppe était toujours sur ses genoux, froissée par la force avec laquelle elle l'avait agrippée. Vin s'appuyait contre le mur à quelques pas de là, silencieux. La vie de l'agence avait repris son cours, mais la tension persistait, comme la fumée après un incendie. Les gens jetaient des regards furtifs. Certains hochaient la tête en signe d'approbation, d'autres semblaient agacés que les choses aient dégénéré. David revint. « Votre dépôt sera effectif cet après-midi, madame, » dit-il doucement. « Je suis désolé. » Clara hocha faiblement la tête. « Merci, mon petit. » Elle ne regarda pas Vin. Alors qu'elle se levait pour partir, il la suivit à l'extérieur. L'air chaud du dehors semblait presque cruel après la tension froide et fluorescente de l'intérieur. Elle se tourna vers lui avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit. « Vous n'auriez pas dû faire ça. » Vin haussa un sourcil. « Faire quoi ? Les empêcher de vous traiter comme un déchet ? » Clara soupira, lasse. « J'ai connu pire. Ça ne rend pas la chose acceptable. Je n'ai pas besoin d'être sauvée. » Cette phrase le frappa plus durement qu'il ne l'aurait cru. Il recula d'un pas, lui laissant de l'espace. « Je n'ai pas dit que c'était le cas. » Elle le regarda alors. « Vraiment ? Alors pourquoi ? » Il hésita. « Parce que vous m'avez rappelé quelqu'un. Parce que personne n'a pris la parole lorsque ma propre mère était traitée de la sorte. Parce que je suis fatigué du silence. Parce que peut-être, c'est moi qui avais besoin d'être sauvé. Mais tout ce qu'il dit fut, parce que c'était mal. » Elle l'étudia. « Comment vous appelez-vous ? » Vin. Elle plissa les yeux. « Vous êtes célèbre ou quelque chose comme ça ? » Vin esquissa un demi-sourire. « Pas aujourd'hui. » Elle se tourna pour partir. « Merci, monsieur Vin. Pas aujourd'hui. Mais la prochaine fois, ne vous attirez pas d'ennui à cause des vieilles dames. Ça ne répare pas le monde. » Il la regarda s'éloigner, lente et fière. Il voulait dire autre chose, mais ne le fit pas. Il ne savait pas comment dire que peut-être, il n'essayait pas de réparer le monde. Peut-être juste l'après-midi d'une femme. Peut-être juste un fantôme de son propre passé. Le soleil tapait sur le trottoir, comme s'il punissait la ville d'exister. Les pas de Clara étaient plus lents que d'habitude. Sa chaussure gauche battait la semelle à chaque troisième pas. Elle s'arrêta pour reprendre son souffle au coin de la rue où se trouvait autrefois l'arrêt de bus, avant que la ville n'enlève le banc pour ne jamais le remettre. Le SUV noir de Vin s'arrêta au feu rouge. La climatisation ronronnait, les fenêtres juste assez baissées pour laisser entrer une brise. Il regarda dehors et la vit. La même robe, la même enveloppe, mais une fatigue différente. Il baissa davantage la vitre. « Vous attendez quelqu'un pour vous ramener ?» Clara plissa les yeux. « Et pourquoi vous me le proposeriez ?» Il haussa les épaules. « Seulement si vous promettez de ne pas me crier dessus parce que je vous aide. » Elle le dévisagea. Le feu passa au vert. Une voiture derrière eux klaxonna. Vin ne bougea pas. Elle souffla et s'approcha en traînant les pieds. « Ce n'est pas un sauvetage. C'est juste un trajet. » Il sourit. « Un trajet, pas un sauvetage. » Compris. Elle monta lentement, prudemment. La voiture était fraîche et sentait le pain et le cuir. Elle s'enfonça dans le siège, comme si son corps n'osait croire qu'il méritait un tel confort. Ils roulèrent en silence un instant. « Vous vivez dans le coin ?» demanda-t-il. « 32 ans, répondit-elle. Depuis que mon mari est décédé. J'ai élevé mes enfants dans ce même 3 pièces. »
Vin hocha la tête. Vos enfants sont encore là? Dispersés. Un à Philadelphie, un autre dont je n'ai plus de nouvelles. Une fille en école d'infirmière dans le sud. Je suis juste là, je tiens le fort. Le silence revint, mais il était différent cette fois. Clara lui jeta un coup d'œil. Et vous? Où allez-vous? Vin prit une seconde. Nulle part d'important. Vous parlez comme un homme hanté par ses fantômes. Il eut un petit rire. Vous voyez des fantômes en tout le monde? Non, seulement chez ceux qui les portent comme une armure. Il la regarda, impressionné. Elle ne détourna pas le regard. Le GPS parla. Clara pointa vers la gauche. Prenez ce virage. J'habite près de l'église. Il tourna. Vous n'avez pas à marcher, dit-il soudainement. La prochaine fois que vous avez besoin d'aller à la banque ou de faire des courses, appelez-moi. Clara haussa un sourcil. Et pourquoi aurais-je votre numéro? Vin sourit à nouveau, sortant une carte de visite. Pas de logo, juste un numéro. Je n'essaie pas de vous sauver, dit-il. Mais ça ne me dérange pas de faire un bout de chemin avec vous de temps en temps. Elle la prit, la tint dans sa main. Elle ne dit pas merci. Ce n'était pas nécessaire. Plus tard dans la soirée, Vin était assis dans sa voiture devant son immeuble, l'adresse de Clara encore dans l'historique de son GPS. Il ne pouvait se défaire de l'image d'elle marchant dans cette rue chaude, son enveloppe à la main comme si elle portait son dernier espoir. Il n'était pas censé s'en soucier. D'habitude, il ne s'en souciait pas. Mais quelque chose chez Clara lui était familier. Pas sa voix ni sa démarche. C'était la façon dont elle gardait tout à l'intérieur. Il pensa à sa mère, partie depuis 10 ans maintenant. Une femme qui cuisinait 2 repas par jour, travaillait jusqu'à l'épuisement, et ne demandait jamais d'aide. Pas quand l'électricité était coupée, pas quand son père était parti, pas même quand le médecin avait dit « stade 4 ». Elle était morte seule dans un hôpital public, et Vin n'avait pas été là. Clara lui rappelait ce silence. Le lendemain matin, il se gara devant l'immeuble de Clara avec un petit sac en papier à la main. Des œufs, du lait, quelques petites choses, juste au cas où. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui ouvre. Elle le fit. Son appartement était petit, mais d'une propreté impeccable. Chaque chose avait sa place. Une photo d'un homme en uniforme militaire trônait sur la cheminée, un drapeau plié à côté. « C'est Harold », dit-elle, remarquant son regard. 40 ans de mariage. Une crise cardiaque l'a emporté un mardi. Son petit déjeuner était encore sur le feu. Vin hocha la tête. Il vous manque tous les jours. Mais je ne pleure plus. Cette partie-là est épuisée. Elle lui désigna le canapé. Il s'assit. Vous ne parlez pas beaucoup de vous, dit-elle. Je le faisais avant, répondit Vin. Ça n'a pas beaucoup aidé. Elle lui servit du thé. Sans sucre, sans lait, juste une honnêteté chaude et amère. Où est votre famille? Demanda-t-elle. Il marqua une pause. Parti. Certains par choix, d'autres non. Clara l'observa en silence. Et pourtant, vous voilà, à déposer des œufs chez une vieille femme qui vous a rembarré en public. Vin sourit. Vous avez du mordant. Elle sourit aussi, mais son sourire s'effaça vite. Ils me font toujours ça dans les banques, dit-elle, presque dans un murmure. Depuis la mort d'Harold, c'est comme s'ils pensaient que je suis perdue, confuse ou stupide. Vous n'êtes rien de tout ça. Non, dit-elle, mais au bout d'un moment, on commence à se poser la question. C'était là. La phrase qu'il ne pouvait oublier. Le moment où la dignité se brise. Il la regarda et dit ce que personne ne lui avait jamais dit. Je vous ai vu, et vous aviez de l'importance. Vous en avez toujours. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elles ne coulèrent pas. Elle hocha la tête. Asseyez-vous. Je vais vous préparer quelque chose. Je ne laisse personne quitter ma maison le ventre vide. La cuisine de Clara était petite, mais elle sentait bon les dimanches en famille. L'ail, les oignons, l'huile chaude dans une poêle. Vin s'assit à sa minuscule table, écoutant le grésillement des œufs et le craquement du vieux plancher sous les pas de Clara. Vous savez, dit Clara en retournant les œufs comme si elle avait fait ça toute sa vie, mon Harold n'a jamais levé le petit doigt dans la cuisine. Cet homme pensait que le liquide vaisselle était du parfum. Vin gloussa. Il avait l'air d'être un sacré numéro. Il l'était, dit-elle en souriant pour elle-même. Mais c'était mon numéro à moi. Vin regarda autour de lui. Des photos tapissaient les murs. Des enfants, des petits-enfants, une toque de diplômé par-ci, un bébé par-là. Une vie construite de moments, pas d'argent. Elle posa l'assiette devant lui.
2 œufs, du pain grillé, une tranche de tomate. Pas de viande? La taquina Théil. On n'est pas au restaurant ici, répliqua Théel avec un sourire en coin. Il rit. C'est juste. Ils mangèrent en silence un moment. Un silence confortable, familier, comme deux personnes qui se seraient connues dans une autre vie. Vous savez, vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit-elle. Vin haussa un sourcil. C'est-à-dire? Vous marchez comme un homme prêt à se battre, mais vous vous asseyez comme quelqu'un qui est fatigué de le faire. Il fit une pause. Peut-être que je me suis juste assez battue. Elle hocha la tête. Peut-être. La vieille horloge sur le mur semblait sonner plus fort que d'habitude. Clara versa plus de thé. Cette fois, elle ajouta un morceau de sucre. Pour vous, dit-elle. Vous avez l'air de prendre la vie de manière trop amère. Vin sourit. Vous essayez de m'adoucir? Mon garçon, si je voulais vous adoucir, je vous ferais ma tarte aux pêches. Ça, c'est juste de la pitié. Ils rirent tous les deux. C'était un rire vrai. Un rire nécessaire. Vin s'adossa à sa chaise. Cet endroit respire la paix. Clara regarda autour d'elle. C'est calme maintenant. Trop calme certains jours. Je parle à la photo d'Harold quand ça devient vraiment difficile. Mais il ne répond pas. Vin devint silencieux. J'avais un frère, dit-il finalement. Plus jeune, drôle, bruyant. Il est décédé. Clara ne chercha pas à en savoir plus. Elle se contenta de hocher la tête. C'est pour ça que vous êtes intervenu à la banque, dit-elle doucement. Vous avez perdu des êtres chers. Vous savez ce que ça fait. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. C'était la semaine suivante. Vin était passé chez Clara 2 fois, lui avait apporté des courses, réparé la fuite sous l'évier, changé une ampoule qu'elle ne pouvait pas atteindre. Il ne demandait pas la permission. Il se présentait, tout simplement. Clara ne se plaignait pas. Mais quelque chose dans son ton avait changé. Un soir, alors qu'il posait un sac de provisions sur son comptoir, elle explosa finalement. « Pourquoi continuez-vous à venir ici ?» Vin se figea. « Je pensais que nous avions dépassé ça. » Elle s'essuya les mains sur un torchon, les yeux vifs. « Il ne s'agit pas d'amitié. Il s'agit de votre culpabilité. »« Quoi ? Vous avez pitié de moi. » Il prit une profonde inspiration. « Non, Clara. Ne me mentes pas. Vous voyez une vieille femme noire seule et vous pensez qu'elle a besoin d'être sauvée. Je ne suis pas votre projet de rédemption. » La mâchoire de Vin se serra. Ce n'est pas ça du tout. Elle s'avança, tremblant légèrement. Alors qu'est-ce que c'est, Vin? Que voulez-vous de moi? Mon histoire? Mes larmes? Vous voulez vous sentir comme un héros? Son silence en disait trop. Elle se détourna. Je n'ai pas besoin que vous veniez ici en prétendant vous soucier de moi. Vous débarquez, réparez 2 ou 3 choses, mangez ma nourriture, et vous pensez que ça fait de vous un membre de la famille. Il ne s'agit pas de ça, dit-il, la voix plus basse maintenant. Vous êtes importante pour moi. Non. Je vous rappelle quelqu'un. Ce n'est pas la même chose. Il baissa les yeux. Elle avait raison. Vous êtes un homme bon, dit Clara, plus doucement maintenant. Mais ça ne me concerne pas. Ça concerne ce que vous avez perdu. Elle prit sa carte de visite sur le réfrigérateur et la plaça dans sa main. Reprenez-la. Il ne bougea pas. S'il vous plaît, murmura-t-elle. Je ne veux être le souvenir de personne. Et juste comme ça, la pièce redevint froide. Vin recula d'un pas. Je suis désolée. Elle hocha la tête, mais ses yeux étaient remplis d'autre chose. De chagrin. Il partit, sans se retourner. 3 jours passèrent. Clara n'entendit aucun coup à la porte. N'entendit pas sa voiture. N'eut aucune nouvelle de lui. Son salon semblait plus lourd, comme si son absence avait laissé une empreinte dans l'air. Mais elle n'appela pas. Elle ne le contacta pas. Elle se disait qu'elle était fière, qu'elle avait des limites. Mais elle vérifiait quand même la fenêtre 2 fois par jour. Vin était assis dans son camion devant le centre communautaire, moteur éteint. Il avait son numéro, il avait une raison, mais quelque chose l'arrêtait à chaque fois. Et si elle ne voulait plus de lui dans sa vie? Et si elle avait raison? Que tout cela avait plus à voir avec lui qu'avec elle. Ce soir-là, Clara fit brûler le dîner. Elle ne brûlait jamais le dîner. Elle jeta la casserole dans l'évier et s'agrippa au comptoir, comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Elle n'avait pas réalisé à quel point il avait rempli le silence. À quel point sa présence était devenue réconfortante.
Pas parce qu'elle avait besoin de lui, mais parce qu'elle aimait que quelqu'un se soucie d'elle. Et ça lui faisait plus peur que d'être seule. Le lendemain matin, Vin se dirigea vers son immeuble. Pas de sac de course, pas d'outils, pas d'excuses. Il frappa simplement à la porte. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Toujours rien. Il se retourna pour partir. Et la porte s'entr'ouvrit. Clara se tenait là, en robe de chambre, les cheveux enveloppés, les yeux fatigués. Elle ne sourit pas. Elle ne fit pas la tête non plus. « Vous avez l'air de ne pas avoir dormi, » dit-elle. « C'est le cas, » répondit-il. « Moi non plus. » Il se balança d'un pied sur l'autre. « Je suis venu pour m'excuser. » Elle croisa les bras. « Pourquoi ? » « Pour avoir tout ramené à moi. Pour ne pas avoir écouté. Pour être partie. » Elle le regarda pendant une longue et douloureuse seconde. Puis elle ouvrit la porte un peu plus grand. « J'ai fait du pain de maïs. » Il entra. Pas d'étreinte dramatique, pas de larmes. Juste deux personnes s'asseyant à nouveau, partageant le même air, le même silence, choisissant de recommencer. Non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était important. 2 semaines plus tard, Clara se tenait devant la même banque. Même enveloppe jaune, même sac à main, même robe. Mais quelque chose était différent. Elle n'était pas seule. Vin marchait à ses côtés, ni pour la guider, ni pour la protéger, simplement pour l'accompagner. À l'intérieur, le hall était plus animé qu'auparavant. De nouveaux visages derrière les guichets. L'ancienne responsable adjointe n'était nulle part en vue. Le jeune employé, David, sourit en la voyant. « Madame James », dit-il chaleureusement en s'approchant. « Nous vous attendions. » Clara lui tendit l'enveloppe. Il ne la pressa pas, n'éleva pas la voix, ne la traita pas comme un problème. Et quand elle s'assit pour attendre, Vin prit la chaise à côté d'elle. Une des nouvelles guichetières, une femme noire plus âgée, passa et adressa un signe de tête à Clara. « C'est grâce à vous que nous avons enfin osé porter plainte, » murmura-t-elle. La direction régionale s'en est mêlée. Clara cligna des yeux, surprise. « Moi ? Vous, et l'homme qui n'est pas resté silencieux, » dit-elle en jetant un regard à Vin. Les gens ont remarqué. Dehors, une fois l'affaire réglée, Clara sortit sous le soleil comme si c'était la première fois qu'elle sentait sa chaleur depuis des semaines. Elle regarda Vin. « Vous n'êtes jamais fatigué de faire ce qui est juste ?» Il haussa les épaules. « Tous les jours. » Elle sourit. « Alors pourquoi continuer ?» Vin regarda les portes de la banque, puis la regarda elle. « Parce que des personnes comme vous ne devraient jamais avoir à se battre seules. » Elle marqua une pause. Cette phrase résonna profondément en elle. « Eh bien, » dit-elle doucement. « Vous mourrez de faim ?» Elle se mit à rire. « Alors venez, j'ai fait cette tarte aux pêches. Et non, cette fois, ce n'est pas par pitié. C'est juste qu'elle est sacrément bonne. » Ils s'éloignèrent lentement, côte à côte. Non pas un sauveur et une victime, mais simplement 2 personnes qui s'étaient vues, et qui étaient restées. Ce sont ces histoires qui importent. Ces histoires qui méritent d'être entendues, car elles nous rappellent que dans le silence de l'indifférence, une seule voix, un seul acte de courage, peut tout changer.